La Russie est un territoire immense, aux hivers rigoureux et où la vie n'est pas toujours facile. Depuis des siècles, les hommes et les femmes qui y vivent racontent des histoires pour expliquer le monde qui les entoure, donc des histoires de héros courageux, de sorcières terrifiantes, d'animaux fantastiques. Ces histoires ont été transmises de génération en génération lors des longues soirées d'hiver, lorsque les paysans se regroupaient autour du poêle, et sont devenus ce qu'on appelle aujourd'hui les contes et légendes russes. Ils mêlent des traditions païennes, des croyances slaves à l'influence chrétienne, en créant un univers unique où la magie est toujours à la frontière du quotidien. Découvrir ces contes et légendes, c'est plonger dans l'imaginaire du peuple russe, comprendre ses peurs, ses rêves, comprendre ses valeurs, les valeurs de la société russe traditionnelle, où la modestie est toujours récompensée, la force réside dans l'entraide et la ruse est préférée à la brutalité. Donc aujourd'hui, je vous emmène au cœur de ces récits, à la rencontre des héros qui ont façonné l'âme russe et qui vivent encore aujourd'hui en Russie, à travers les œuvres de grands peintres comme Ivan Bilibin, dans les poèmes d'Alexandre Pouchkine, dans les opéras de Rimsky-Korsakov, les ballets de Stravinsky ou encore les films et les dessins animés soviétiques qui sont toujours aussi populaires aujourd'hui. On a toujours des problèmes avec ces costumes. L'origine des contes russes remonte à un passé très ancien, donc bien avant la christianisation du pays au Xe siècle. En fait, ils sont issus de traditions païennes transmises oralement, où chaque élément de la nature qui entoure les paysans, comme par exemple la forêt, la plaine, la rivière, est peuplé d'esprits et de forces invisibles. Dans la Russie rurale, immense et isolée, les récits transmis au coin du feu ont une importance capitale. Le soir, après une dure journée de travail, les paysans se rassemblaient au coin du feu pour à la fois se divertir, construire et transmettre une vision du monde qui explique les mystères de la nature, mais aussi pour apporter des enseignements. Aujourd'hui, on est à Kolomenskoye, qui est un ancien domaine royal où les tsars venaient se reposer autrefois. Donc maintenant, c'est devenu un musée à ciel ouvert où on trouve des églises, comme celle qui est derrière moi, l'église de Kazan, des églises très anciennes. On trouve aussi des palais en bois, on trouve une petite maison qui était utilisée par Pierre le Grand au moment de la construction de sa flotte. Donc voilà, c'est devenu une attraction pour les touristes. La raison principale pour laquelle je voulais venir filmer à Kolomenskoye en parlant de contes et légendes russes, c'est pour ce palais qui me rappelle vraiment les motifs traditionnels des contes et légendes russes. Donc par exemple, le plafond que vous voyez au-dessus de moi me fait vraiment penser aux motifs qui sont utilisés notamment par Ivan Bilibin, un des peintres principaux qui a illustré les contes traditionnels russes. Regardez comme c'est beau. Les contes russes sont donc remplis de héros et de créatures fantastiques. Par exemple, on y croise souvent un personnage central, un jeune homme qui est un petit peu l'équivalent du prince dans les contes occidentaux. Dans la version russe, le plus connu s'appelle Ivan Tsarevitch, donc Ivan, fils de prince, en gros. Au début du conte, il est très souvent jeune et naïf, et il va devoir traverser des épreuves pour devenir un véritable héros. Il est donc fils de prince, ou fils de tsar en russe, mais il ne correspond pas vraiment à l'image du prince qu'on se fait en Occident, puisqu'il n'est souvent ni le plus fort, ni le plus intelligent. En tout cas pas au début du conte. Et pourtant, c'est lui qui réussit là où les autres échouent, grâce à ses efforts et à d'autres qualités. Il est parfois accompagné du loup gris, qui est son compagnon fidèle et qui lui rend service, et lui porte des conseils, et aussi le transporte sur son dos, comme vous pouvez voir sur ce livre. Donc dans la tradition russe, le prince Ivan ne triomphe jamais seul. Il a toujours besoin d'alliés, de compagnons, qui sont très souvent des animaux fabuleux. Donc la différence entre Ivan Tsarevitch et nos princes occidentaux, nos princes charmants de l'Ouest, c'est que Ivan n'est pas parfait au début du conte, et il a besoin de parcourir un chemin interne pour pouvoir parvenir à atteindre la victoire. Alors que très souvent dans nos contes occidentaux, le prince est déjà parfait au début du conte et il a juste besoin de combattre un dragon pour sauver la princesse. Et bien sûr, en parlant de princesse, qu'est-ce qu'un conte de fées sans une princesse ? Donc une autre figure incontournable des contes russes, c'est Vassilissa la Belle, une jeune fille douce et sage dont la force réside dans son esprit et dans son cœur pur. Vassilissa incarne une sorte d'idéal féminin
Et elle n'est pas passive comme des princesses comme par exemple la Belle au bois dormant ou Blanche-Neige qui attendent qu'on vienne les chercher, les sauver. Vasilissa est capable de se sauver elle-même. Par exemple, dans le conte avec Baba Yaga, que vous connaissez sans doute, une vieille sorcière au nez crochu qui se déplace à l'aide d'un mortier volant et qui vit dans une isba, donc une petite maison, une petite hutte russe, perchée sur des pattes de poulet. J'ai entendu plusieurs versions pour expliquer l'origine de ces pattes de poulet parce que c'est quand même un petit peu étonnant. Mais les Russes ne sont pas d'accord avec ça. Donc soit ça vient d'un mot qui est assez similaire à poulet en fait et qui désignerait une technique spéciale qui a été utilisée pour conserver les piliers sur lesquels certaines maisons étaient construites, donc une technique utilisant de la fumée en fait pour protéger les morceaux de bois contre la pourriture. Ou alors c'est tout simplement parce que les rondins de bois sur lesquels étaient construites certaines huttes, surtout celles qui servaient à accueillir les morts, ressemblent plus ou moins à des pattes de poulet. Donc on ne saura pas. Baba Yaga est un des personnages russes qu'on connaît pas mal en Occident. Moi j'avais un livre sur Baba Yaga quand j'étais petite, mais dans nos histoires occidentales, elle est toujours un personnage très négatif, donc une sorcière méchante, terrifiante, que le héros ou l'héroïne doit affronter, alors que dans les contes russes, c'est un petit peu plus mitigé. C'est pas noir et blanc, Baba Yaga est parfois gentille, parfois méchante. Dans tous les cas, c'est une vieille femme, une sorcière très sage et qui peut aussi aider à porter son aide au héros. En Russie, en tout cas, tout le monde la connaît, elle fait toujours peur aux enfants. Et même au centre de Moscou, quand vous entrez dans le magasin pour les enfants principal de la ville, un magasin énorme qui n'est pas très loin de la place rouge, vous pouvez trouver la maison, l'isba de Baba Yaga, et Baba Yaga elle-même, qui est assise sur un banc et qui regarde les enfants toute la journée. Voulez-vous bien, s'il vous plaît, tenir en place? Parmi les figures redoutables des contes russes, il y en a un autre qui est très connu en Russie, mais pas du tout en France, c'est Kachai l'immortel, un espèce de vieil homme squelettique qui ne peut pas mourir. Le secret de l'immortalité de Kachai, c'est que son âme est cachée dans une aiguille, qui est elle-même cachée dans un œuf, qui est elle-même cachée dans un canard, il me semble, le canard étant lui-même caché dans un lièvre, et après il y a d'autres épaisseurs, mais je m'en souviens plus. Donc tant que l'aiguille reste intacte, Kachai ne peut pas être vaincu, et donc c'est le rôle du héros de trouver un moyen de briser cet œuf et trouver l'aiguille. Les contes russes regorgent aussi d'animaux fabuleux, donc le plus célèbre d'entre eux c'est sans doute l'oiseau de feu, c'est un petit peu l'équivalent du phénix, c'est l'équivalent russe du phénix, donc un oiseau avec un plumage éclatant et dont la moindre plume peut éclairer la nuit comme une torche. C'est une figure qui est très souvent utilisée dans des objets décoratifs et qui est devenue un des motifs folkloriques les plus célèbres. On le retrouve par exemple sur les boîtes laquées, qui sont une tradition des villes de Fedoskino et de Paler, soit enfermé dans une cage d'or, ou bien déployant ses ailes sur des miniatures aux couleurs éclatantes et aux détails minutieux. On le retrouve aussi parmi les motifs principaux d'une autre forme d'art traditionnel russe très célèbre, qui sont les peintures de Kaklama, je sais pas comment on dit en français. Des peintures qui sont nées dans la région de Nijni Novgorod au XVIIe siècle et qu'on reconnaît facilement grâce aux couleurs éclatantes rouge, noir et or qui ornent les objets du quotidien comme des bols, des cuillères, des plateaux. Les créatures fantastiques jouent souvent un rôle initiatique dans les contes russes. Elles forcent le héros à affronter ses peurs, à prouver son courage et sa loyauté. Elles constituent les épreuves qu'il doit traverser avant d'atteindre la victoire. Mais en Russie, il existe aussi d'autres récits dont les héros ne sont ni des princes, ni des princesses, ni des animaux fantastiques, mais de véritables chevaliers, des hommes qui, selon la légende populaire, auraient réellement défendu la Russie. Ce sont les Bogatirs, les héros des grandes légendes épiques russes. Loin des contes populaires remplis de princes naïfs et de sorcières terrifiantes, un autre univers légendaire s'est développé en Russie, celui des Bilines, de grandes chansons épiques transmises oralement. Ces récits mettent en scène les Bogatirs, donc des sortes de chevaliers ou de paladins russes, défenseurs de la terre et du peuple. Ils sont liés à la ville de Kiev et à la cour du prince Vladimir Ier, qui a converti la Russie au christianisme au Xe siècle. Donc à partir de ce moment-là, la tradition païenne et le christianisme se mêlent dans les contes et légendes russes. Vous avez sans doute déjà vu le tableau Les Bogatirs de Viktor Vassnitsov, qui est très connu en Russie, et qui représente les 3 chevaliers les plus célèbres de la tradition russe, Ilya Mouramets, Dobrynya Nikitich et Alyosha Popovitch. Les Bogatirs ne sont pas de simples héros de contes, ils sont aussi l'écho d'une réalité historique, celle des luttes de la Russie contre les envahisseurs venus des steppes, comme par exemple les Mongols,
qui dominent la Russie pendant à peu près 2 siècles. On peut les comparer avec nos chevaliers médiévaux d'Europe occidentale, dont les exploits sont aussi transmis par la tradition orale, et qui combattent aussi pour protéger le peuple, défendre leur foi et qui incarnent des sortes de vertus idéales. C'est le même mélange entre faits historiques et imagination populaire, la même volonté de transformer un épisode militaire en un récit épique et qui porte des valeurs collectives. On peut penser par exemple à la chanson de Roland en France et la lutte contre les Sarrasins. La différence principale que j'ai remarquée, c'est que généralement nos chevaliers médiévaux européens viennent de la noblesse, alors que les bogatiers russes viennent de milieux plus modestes, puisque par exemple Ilya Mouromets était plus ou moins un paysan pendant 33 ans avant d'être doué de sa force surhumaine. Donc le premier des 3 bogatirs principaux est Ilya Mouromets, qui selon la légende passe les 33 premières années de sa vie paralysé, sur son lit, incapable de bouger, jusqu'au jour où 2 pèlerins frappent à sa porte et lui apportent une potion magique, une potion miraculeuse, qui le dote d'une force surhumaine. Devenu chevalier, il part alors défendre la Russie contre les envahisseurs et les monstres. Aujourd'hui encore, son corps momifié repose au monastère des grottes de Kiev, comme pour rappeler qu'il a peut-être réellement existé. À ses côtés, on retrouve Dobrynia Nikitich, qui est réputé pour sa bravoure et pour sa diplomatie. Dans les Bilines, donc ces chansons épiques russes, il affronte notamment un terrible dragon à 3 têtes qu'il parvient à vaincre après un combat acharné. Et enfin, le dernier des bogatirs est Alyosha Papovitch, qui est plus rusé que fort, qui est moins solennel que ses compagnons et qui trompe souvent ses ennemis par la ruse et l'intelligence. Ensemble, ces 3 héros forment une sorte de trinité chevaleresque russe, la force d'Ilya, le courage de Dobrynia et la ruse d'Alyosha. Donc derrière leurs aventures, on trouve aussi un fond historique réel, la lutte de la Russie contre les envahisseurs, par exemple les Tatars, les Mongols, les rivalités entre les principautés, mais aussi et principalement l'idée d'une Russie menacée par l'extérieur, mais protégée par ses défenseurs mythiques. Ces légendes chantées ou racontées par des bardes populaires n'étaient pas de simples divertissements, elles nourrissaient aussi le sentiment d'identité et d'unité du peuple russe. Les bogatirs forment donc une passerelle entre le mythe et la réalité, mais pour comprendre toute la richesse de l'imaginaire russe, il faut aussi se pencher vers des légendes plus discrètes, de petites créatures discrètes qui habitent les forêts, les rivières, mais aussi les maisons. La nature immense et sauvage en Russie a toujours occupé une place centrale dans l'imaginaire populaire. Chaque forêt, chaque rivière et même chaque maison peuvent être habitées par des créatures qui sont discrètes ou parfois même invisibles, mais bel et bien présentes. Ces croyances héritées du paganisme slave se sont transmises de génération en génération et certaines sont même arrivées jusqu'à nous. Une des créatures les plus connues du folklore russe, c'est Roussalka, qui vit dans des petits étangs comme celui-ci ou dans des rivières. Donc c'est une sorte de sirène, la version russe de la sirène, qui est d'ailleurs très dangereuse puisqu'elle attire les voyageurs égarés près de l'eau et elle les entraîne ensuite dans les profondeurs. Donc si vous vous promenez tout seul en Russie, faites attention. Elle est très loin de la sirène romantique des contes occidentaux. Selon la légende, c'est l'âme d'une jeune fille morte tragiquement. Un autre personnage du folklore russe, c'est Leshi, qui est un esprit des bois, qui prend très souvent, selon les Russes en tout cas, la forme d'un vieil homme qui a l'air d'un arbre. Je me fais attaquer vraiment, qui prend souvent l'apparence... Mais je crois que je me suis fait piquer. C'est pas possible. Ça me gratte. Donc aujourd'hui, je voulais trouver une izba russe, c'est-à-dire une petite habitation paysanne, une cabane qui a été utilisée autrefois par les paysans, mais je n'ai pas trouvé, donc nous sommes dans le palais de Pierre le Grand, un palais qu'il a utilisé près de Arkhangelsk au moment de la construction de sa flotte. Je vous présente Pierre le Grand. Parmi les créatures fantastiques qu'on retrouve en Russie, ma préférée est le Domavoï, un petit esprit familier poilu qui veille sur le foyer. Quand la famille est respectueuse, il protège la maison et assure la prospérité. Mais s'il est offensé, il commence à faire tomber des objets, il dérange le bétail ou provoque des disputes. Ces esprits de la nature et du foyer reflètent les rapports des Russes avec leur environnement, qui est parfois hostile, parfois dangereux, mais qui est aussi une source de richesse pour eux. Dans un pays immense et rude, ces légendes servent à donner un visage aux forces invisibles et à apprivoiser l'inconnu. Les contes russes ont donc traversé les siècles. D'abord grâce à la transmission orale de génération en génération, et puis ensuite, surtout à partir du 19e, ils ont été étudiés, collectés et transformés en véritables trésors culturels par des hommes comme par exemple Alexandre Afanassiev, qui est un petit peu l'équivalent du Charles Perrault russe, et bien sûr par le célèbre Alexandre Pouchkine, qui est le plus grand des poètes russes. Donc un des plus grands travaux de mémoire sur les contes et légendes russes est celui d'Alexandre Afanassiev. Dans les années 1850,
Il parcourt la Russie, parcourt les campagnes, et il récolte des légendes. Il recueille des centaines d'histoires auprès des paysans et les publie. Son recueil est souvent comparé à celui des frères Grimm en Allemagne, et il est toujours considéré comme une référence encore aujourd'hui. Impossible évidemment de parler des contes russes sans évoquer aussi Alexandre Pouchkine, qui est le plus grand des poètes russes. Donc Alexandre Pouchkine puise son inspiration pour beaucoup de ses poèmes directement dans les légendes qu'il a entendues pendant son enfance. Sa nourrice Arina Radionovna lui racontait au coin du feu des histoires de Baba Yaga, de tsars, d'oiseaux merveilleux qui ont profondément marqué son imagination. Plus tard, Pouchkine transforme ses récits oraux en poèmes littéraires. Ces contes sont toujours aussi populaires aujourd'hui en Russie. Par exemple, je suis allée au Grand Cirque de Moscou il y a quelques mois et le thème de la représentation était une version moderne du conte du pêcheur et du petit poisson. En leur donnant une forme écrite et poétique, Pouchkine fait entrer ses contes populaires dans la grande littérature. Encore aujourd'hui, ces contes en vers sont appris par cœur dans les écoles russes, un monde de légendes paysannes sublimé par le génie du plus grand poète russe. Les contes russes ont inspiré les plus grands artistes. Donc par exemple, en musique, on a Rimsky-Korsakov qui a transformé certaines de ses histoires en opéra, comme par exemple Le Coq d'Or, et plus tard c'est Stravinsky qui, avec son ballet L'Oiseau de Feu, fera entrer la magie des contes russes sur les scènes du monde entier. D'ailleurs, un fait intéressant, c'est que L'Oiseau de Feu a été produit pour la première fois à Paris et non pas en Russie. Les peintres ont aussi bien sûr puisé dans ces répertoires pour y trouver l'inspiration. Le plus célèbre d'entre eux, c'est Ivan Bilibin, qui est aussi mon préféré. On peut même retrouver certains de ses dessins sur le plafond du magasin principal pour les enfants dont je parlais juste avant. Ces dessins, avec leurs couleurs vives, leurs motifs inspirés de l'art populaire et leurs décors de forêt, ont donné une identité visuelle reconnaissable entre toutes aux légendes russes. Encore aujourd'hui, quand on pense à Baba Yaga ou à l'Oiseau de Feu, on les imagine tels que Bilibin les a dessinés. Au XXe siècle, c'est le cinéma et l'animation soviétique qui ont perpétué cette tradition. Et donc bien sûr, les studios d'animation soviétiques ont créé des dessins animés qui s'appellent en russe multik, souvent inspirés des contes traditionnels russes, et que tout le monde connaît et tout le monde adore encore aujourd'hui. Les Russes ont énormément de nostalgie par rapport à ces multiques. Par exemple, vous connaissez peut-être Masha et l'ours, un des contes russes qui est devenu un dessin animé adoré des enfants dans le monde entier. En France, il est peut-être pas super connu, mais plus vous allez vers l'Est et plus il est populaire. Donc par exemple, quand j'habitais à Berlin, je me souviens d'avoir vu des affiches pour Masha et l'ours assez souvent dans la rue. L'histoire de base est celle d'une petite fille qui s'égare dans la forêt et qui tombe sur une isba habitée par un ours. L'ours décide de la garder près de lui comme une servante, mais Masha est rusée, et donc elle réussit à tromper l'ours et à retrouver le chemin de la maison. Donc c'est encore un de ces contes russes où la ruse et l'intelligence permettent de s'en sortir face à la force brutale. Peut-être que vous connaissez en français le conte Roule galette, qu'on a en fait emprunté aux Russes, sauf qu'en Russie, la galette c'est pas une galette, c'est une boule de pâte qui s'appelle kalabok. Et d'ailleurs, ils en ont fait un espèce de film où Kalabok est absolument terrifiant. Mais voilà, ce conte, ça fait aussi partie du folklore russe et c'est un des contes principaux que tout le monde connaît en Russie. Sinon, l'histoire est la même. Là, c'est une boule de pâte toute ronde. Nous, c'est une galette plate, mais l'issue est la même. Elle se fait manger par le renard. Les contes russes sont donc, de façon générale, bien plus qu'un folklore ancien, puisque aujourd'hui encore, ils continuent de vivre dans la Russie contemporaine. Ils font partie de son identité et forment un univers immense où l'on retrouve toutes les grandes questions humaines. La peur et le courage, la ruse et la force, la vie et la mort. Le problème avec ce genre de vidéo, c'est que j'ai le costume pour 24 heures. Et donc ça me stresse si j'ai oublié quelque chose. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Je continue d'explorer le monde russe et de vous faire part de mes découvertes. J'aimerais bien faire un épisode sur l'URSS et l'exploration du cosmos. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Mais ce sont des vidéos qui demandent pas mal de temps, écrire le script, etc. Donc à bientôt et merci encore pour votre soutien. Paka paka. À la base, je voulais un costume rouge et non pas bleu parce que rouge c'est plus typique de la Russie et je préfère personnellement. Mais ils étaient tous trop grands pour moi et ça c'est une vraie différence entre la France et la Russie. J'avais regardé les stats et en moyenne, il me semble que les Russes sont... Enfin, elles font 1m65 ou un truc comme ça. Moi je fais 1m63
Et en France, il me semble que la moyenne est de 1,64 m, donc il y a pas énormément de différence. Mais en Russie, je dois toujours prendre le XS et les tailles les plus petites. Et quand je vais dans des studios de costumes ou des choses comme ça, la plupart des costumes sont trop grands pour moi. Et derrière moi, il y a le conte avec Ivan qui monte sur son loup et qui va sauver la princesse. Et après, c'est les contes de Pouchkine que je n'ai pas lus parce que c'est trop difficile pour moi, à vrai dire, parce que c'est en vers, ce sont des poèmes. Et il y a beaucoup de vocabulaire que je ne connais. En fait, Pouchkine, il est considéré comme le plus grand auteur russe. Il est encore adoré aujourd'hui. Et tout le monde le connaît, tout le monde a lu du Pouchkine. Et en fait, l'intérêt de Pouchkine, c'est la façon dont il écrit ses histoires. C'est pas forcément le fond, enfin l'histoire elle-même, parce que certaines de ses histoires sont assez banales ou déjà connues, mais c'est son emploi de la langue russe. Donc c'est ce qui fait, je pense, qu'il n'est pas autant connu en France. En France, on connaît plus Tolstoï ou Dostoïevski que Pouchkine, parce que c'est pas possible de traduire du Pouchkine en fait. On perd tout l'intérêt de ses œuvres, de ses écrits, justement parce que l'intérêt principal réside dans son emploi de la langue russe. On va essayer de faire une tresse. J'aime pas trop en fait. Je crois que je préfère avec mes cheveux de sorcière. Mmh. Au revoir la tresse. Hop! Puis ce truc, ça tient pas aussi. Bon, je serai une princesse mal coiffée. C'est pas grave.